Est-ce que vous pouvez nous dire comment votre vie a basculé un certain jour de mars 1944 ? C'était même le 13 mars. Que s'est-il passé ce jour-là ? Eh bien, on s'était réfugiés en zone libre et on avait repris une vie normale, toute la famille, à Avignon. Et le 13 mars 1944, je rentre pour déjeuner et la Gestapo est là. Je ne sais pas qui a prononcé le mot juif parce qu'il y avait devant la Gestapo mon père, 61 ans, Léon Charkaski, mon petit frère Gilbert qui avait 12 ans et demi et mon neveu qui avait 14 ans. Je ne sais pas qui a prononcé le mot juif et quand on a été en zone libre, naturellement, on a dit à personne que l'on était juif, on était orthodoxe. Mon nom de famille, c'est Charkaski. C'est pas breton, hein, c'est pas auvergnat. Donc, d'origine russe, eh ben, on peut être étranger sans être juif. Et on était orthodoxe. Il ne fallait pas me demander ce que c'était que la religion orthodoxe, je n'aurais pas su l'expliquer. Mais on pensait que tout le monde nous croyait. En fin de compte, personne ne nous croyait. Toute une famille qui vient se réfugier en zone libre, ça sentait vraiment... on se cachait. Et par contre, ça ne lui a peut-être pas plu. Et on a été dénoncés. Donc ce jour-là, j'arrive, on faisait les marchés sur Avignon, et le hasard a voulu que je vienne déjeuner. Et c'est au moment où que je rentre à la maison, que la Gestapo est là, et devant eux, il y a mon père, mon frère et mon neveu. Et immédiatement, vous êtes juif, on vient vous arrêter. Moi, je dis, mais non, on n'est pas juif. La démarcation à Angoulême, on n'était que des femmes. Et quand on a dit, on n'est pas juif, eh ben, on a montré les églises où on s'était fait, soi-disant, baptiser, première communion. Donc, ça a marché. Moi, je pense que ça va marcher. Mais non, ça n'a pas marché. Il y avait 3 personnes du sexe masculin devant eux. On était dénoncés. La Gestapo est au courant de la circoncision chez les Juifs. Ils ont fait déculotter mon père, mon frère et mon neveu. Ils ne l'ont pas fait faire devant moi, c'est déjà pas mal, étonnant. Et naturellement, ils étaient circoncis. Il n'y a même pas eu à dire, mais non, ça ne veut rien dire, c'est pas une preuve. C'était trop tard. Eh bien, allez, on est dénoncé, on est embarqué. Et Mme Kolinka, vous savez que vous avez été dénoncé, mais est-ce que vous savez par qui vous avez été dénoncé ? Vous savez, c'est ça qui est terrible. C'est qu'on accuse peut-être, on pense à des gens qui n'ont rien fait. Par contre, celui qui était peut-être notre meilleur ami, c'est peut-être lui qui l'a fait. Vous ne l'avez jamais su ? Ah non. Vous avez cherché à le savoir ? Je ne sais pas. Je ne sais pas si mes sœurs ont cherché à savoir, parce que moi, quand je suis rentrée, je n'ai pas du tout pensé à me venger. Mais on ne sait pas, on ne sait pas. Alors vous êtes interné à Avignon, vous êtes interné au Baumettes à Marseille, à Drancy, dans le tristement célèbre camp de Drancy, et ensuite direction l'Est. Est-ce que quand vous voyez que vous prenez la direction de l'Est, vous avez une quelconque idée du lieu où vous allez et de ce qui vous attend ? Non, personnellement, moi, je ne savais, d'abord, primo, je ne savais pas qu'on allait dans l'Est parce que notre wagon était un wagon aveugle, il n'y avait pas de fenêtre, rien du tout. Et ensuite, quand on était à Drancy, moi, je croyais ce que les nazis nous racontaient, qu'on allait dans un camp de travail. Et j'ai toujours cru que j'allais dans un camp de travail. Et mon père était certainement plus intelligent que moi, mais jamais, quand on était à Drancy, alors qu'il y avait tous les représentants de l'humanité, vous aviez des vieillards, des enfants, des bébés, des gens mutilés. Je les voyais cependant, mais jamais j'ai eu l'idée de dire ils ne vont pas pouvoir aller travailler. C'est pas vrai, il y a quelque chose de faux là-dedans. Et puis mon père ne m'a jamais dit « Mais Ginette, descends sur terre, regarde cette vieille dame, regarde ce bébé. » Ils ne l'ont pas arrêté pour aller travailler. Non, moi je le voyais et je croyais ce qu'on me disait. On va dans un camp de travail et j'avais pas peur. Et en guise de camp de travail, vous vous retrouvez à Auschwitz. C'était un camp de travail. Et le jour où vous êtes à Auschwitz, c'est également le dernier jour où vous avez vu votre père et votre frère. Que s'est-il passé pour eux ?
Le pire, c'est que je me suis toujours sentie responsable, alors que c'est faux. Mais bon, c'est comme ça. C'est que quand on est descendu des wagons, je me suis fait traduire les ordres que j'entendais. Et les ordres, c'était que les personnes qui sont fatiguées, les personnes qui sont malades, les personnes qui ne veulent pas marcher, vous avez des camions à votre disposition parce qu'il va y avoir un moment, traverser les champs pour rejoindre le camp. C'est pas où le train s'arrête. Il faudra marcher un petit kilomètre. Moi, j'entends ça. J'ai dit à mon père et à mon petit frère, ben, prenez les camions. Vous ne serez pas fatigués comme ça. Ils nous disaient qu'on allait se retrouver. Pourquoi mettre leurs paroles en doute? Et ils m'ont écouté. Quand j'ai voulu leur dire au revoir, un petit bisou comme ça, eh ben, ils étaient déjà partis. Mais ça ne me gênait pas. Ces messieurs nous disaient, mais vous inquiétez pas, vous allez tous vous retrouver dans le camp. Et vous ne les avez jamais revus? Non. Non. Et on vous explique en fait très tôt que beaucoup de détenus sont gazés et brûlés, et vous ne le croyez pas dans un premier temps. Comment voulez-vous croire ça? Ah oui. Mais c'est pas possible, puisque même maintenant encore, on en parle. Maintenant, si quand même les gens commencent à y croire, mais tout à fait au début, quand ceux qui sont rentrés ont dit qu'on brûlait, mais non, on racontait des blagues, hein. C'était pas possible, ils les fêtaient. Comment voulez-vous penser que des êtres humains ont pu envoyer des bébés, des enfants? J'arrive encore maintenant à avoir du mal à penser à ça. Bien sûr. Et qu'est-ce qui vous... Dans cet enfer, qu'est-ce qui vous choque le plus en arrivant à Auschwitz? Je ne peux pas dire ce qui m'a choqué, j'avoue franchement. Il y a tellement... Vous savez, on a tellement été, en très peu de temps, des êtres humains qui deviennent plus rien du tout. Alors, il y a tellement de choses. Le rasage, la nudité, ça, pour moi, ça a été terrible. D'être nu, il n'y avait que des femmes. Il y avait peut-être des soldats, je ne les ai même pas vus, mais c'était que des femmes. Et se trouver nu devant des personnes que vous ne connaissez pas, à notre époque, c'était pas comme maintenant. Moi, maintenant, je fréquente une salle de gym, je me balade, je suis à poil, ça ne me gêne pas du tout. Alors qu'à l'époque, même devant mes sœurs, je ne me mettais pas nue. On était 6 filles. On se déshabillait dans un endroit, on se couchait tous dans la même chambre, mais on était en pyjama ou en chemise de nuit. Hein? Parce qu'on vous déshabille pour vous raser, pour vous tatouer. Il y a un processus de déshumanisation, bien sûr. Alors, c'est d'abord la nudité, qui est affreuse, pour moi, tout au moins, les autres, je ne sais pas. Le tatouage, je ne l'ai même pas ressenti, moi, parce que j'étais nue. Et ça, c'était quelque chose d'affreux. Alors, quand on m'a tatoué, il y en a qui ont voulu frotter sur leur numéro, mais un numéro, encore le mien, il est beau, hein, je peux le garder. Mais pour certains, c'est moins bien. Eh bien, elle frottait, mais non, ça part pas, c'est assez profond dans la chair. Moi, je ne sais même pas si ça m'a fait mal, je ne sais même pas si ça m'a gênée d'être tatouée. Il y en a, oui, parce qu'elles pensaient que c'était dans leur chair et que toute leur vie, elles auraient ce numéro dans leur chair. Moi, je n'ai même pas pensé à ça, j'étais nue. Vous vous rendez compte? Nue, devant tout ça. Et alors après, bon, c'est le rasage. Et je pourrais même dire que quand on a été rasé, vous savez, quand on est jeune, on arrive à rire, même dans des moments tragiques. Mais je ne reconnaissais plus mes camarades. Je me souviens, il y avait une petite jeune fille qui s'appelait Marceline Loridan. Elle était rousse, avec les cheveux tout frisés. D'un seul coup, on la retrouve. On ne l'a pas rasée complètement, elle. On lui a coupé les cheveux, mais c'était risible. Même une mère, elle ne reconnaissait pas sa fille sans cheveux. Marceline Loridan, qui est morte d'ailleurs récemment, qui était une amie de Simone Veil. Il y a 2 ans quand même, maintenant. Et une de vos amies aussi. Ouais. Est-ce que je peux vous demander pourquoi vous avez gardé ce tatouage? Alors, quand j'étais libérée, c'était à Theresienstadt. La première chose que j'ai pensée, comme j'étais malade, je me voyais aller avoir besoin d'une opération et je me voyais demander au chirurgien, pendant que je suis endormie, enlever mon numéro. Et puis, je n'ai pas été opérée et je n'ai jamais eu le courage d'aller voir un chirurgien pour enlever mon numéro. Mais je peux vous dire que pendant, je dis 5 ans, ça peut être 6 ans, ça peut être 10 ans, je ne m'en souviens plus. Jamais je ne dénudais mon bras.
L'été, il faisait très chaud, j'avais un petit pansement. J'allais à la piscine, je mettais un pansement, on ne voyait pas mon numéro. Et comme métier, j'avais appris à être par tous les temps dehors. Quand j'étais voir le médecin qui me soignait, quand je suis rentrée, il m'a dit « Oh, ne va pas dans les bureaux, tant que je trouve une place de vendeuse, ça sera mieux. » Et quand je suis ramenée, quand j'ai vu mes sœurs et que j'ai dit le docteur m'a dit ça, j'ai une sœur qui avait quitté son amoureux qu'elle avait à Avignon, qui faisait les marchés à Aubervilliers, et bien elle me dit, puisque tu faut être vendeuse, bah, tu prends ma place et moi je retourne à Avignon. Et voilà comment que j'ai été dehors. Et je travaillais pendant des années toujours couverte. Et puis un jour, une cliente, en rendant la monnaie, a aperçu mon numéro. Vous aviez peur d'oublier votre téléphone? Oh là là. Et du coup, ça m'a... Moi, cette femme, ça faisait déjà longtemps, déjà, moi une vingtaine. Comment elle n'est pas au courant de ce qui s'est passé? Moi, je croyais que tout le monde savait. Et pour vous? Même maintenant, il y a encore des gens qui ne savent pas que le tatouage, c'est pas... vous savez, dans le temps, les bébés, les enfants, ils voyaient mon numéro avec leurs petits doigts, ça les choquait. Maintenant, les enfants, ils sont habitués à voir des dessins. Bon, bah, j'ai mis un numéro. Et pour vous, madame, aujourd'hui, le tatouage représente pour vous le symbole d'une femme qui a été condamnée ou bien le symbole d'une femme qui a survécu? Quand je vois rarement des numéros, mais sur un condamné, non. Les gens qui ont un numéro, c'est tous des personnes. Vous savez, il n'y a qu'à Birkenau qu'on tatouait, hein, pas ailleurs. Mais pour vous, aujourd'hui, ça représente quoi pour vous? Je ne sais pas. Ça représente... il est là, il y reste. Je ne peux pas dire que je suis toujours dans les camps. Je mentirais. J'ai un caractère qui fait que je suis assez joviale et puis il n'y a pas de raison que je ne le sois pas, j'ai de la chance. Hein. Donc, ça ne me représente rien. Je n'ai pas besoin de regarder le numéro pour me rappeler que j'ai été déportée. Et pour les gens qui voient mon numéro, certains se doutent, peut-être le savent, mais beaucoup ne savent pas. Hein. Madame Kolinka, vous viviez comme vos autres compagnonnes d'infortune dans des conditions terribles, à peine nourries. Ben oui, tout le monde sait. Voilà, dormiez dans des conditions épouvantables. Mais est-ce qu'au milieu de cet enfer, il vous arrivait de vous projeter dans l'avenir, c'est-à-dire de penser un jour, je ne serai plus là, un jour je fêterai les 5 ans de ma libération et un jour peut-être les 76 ans de ma libération, où vous viviez au jour le jour sans espoir? Je ne sais pas comment mes camarades pensaient ou ne pensaient pas. Moi, du jour où j'ai mis un pied dans Birkenau, mon cerveau ne travaillait plus. Est-ce que c'est parce que j'ai envoyé mon père et mon petit frère dans les chambres à gaz et que je les ai envoyés se faire assassiner que ça m'a fait un choc psychologique? Ça fait bien de dire ça, j'irai voir un psy, il dirait peut-être ça. Je crois que j'ai été tout de suite plus rien. Alors mes camarades, j'avoue franchement, j'ai jamais posé la question à des camarades, hein, pour voir elles, qu'est-ce qu'il en était. Mais pour moi, c'était comme ça. Je crois que du jour où j'ai mis un pied dans Birkenau, mon cerveau ne savait plus penser. Et je reviens quelques secondes en arrière, vous avez prononcé une phrase terrible, vous avez dit « j'ai envoyé mon père et mon frère ». C'est vrai et c'est faux. Enfin, c'est vrai et c'est faux. C'est vrai et c'est faux. Des années plus tard, des dizaines d'années plus tard, vous avez encore cette culpabilité en vous. Toujours. Et je crois que je mourrai avec. C'est moi qui leur ai dit de monter, alors qu'en réalité, de toute façon, on les aurait obligés. Bien sûr. Puisque pour les nazis, moins de 15 ans, on ne peut pas travailler, donc on ne va pas nous nourrir. Et plus de 45 ans pour les femmes et la cinquantaine pour les hommes, ils ne peuvent pas travailler, donc on veut bien nourrir à condition de travailler. Et voilà. Alors ça, c'était quand on rentrait dans le camp. Et puis une fois dans le camp, alors c'était l'apparence. Alors en 1945, le 30 juin, vous êtes rapatrié depuis un autre camp jusqu'à Lyon et ensuite Paris. Et comment se passent les retrouvailles avec le reste de votre famille, votre mère et vos sœurs qui n'avaient pas été déportées? Pour moi, du fait qu'on avait été dénoncé, toute la famille avait été arrêtée.
Seulement Birkenau est excessivement grand, plus grand même que je ne pensais. Eh bien, on pouvait avoir son père, les hommes étaient dans un camp, les femmes dans un autre, hein, on ne pouvait pas se voir. Mais par contre, quand on était j'aurais pu avoir ma mère dans un coin de Birkenau, ma sœur dans un autre coin de Birkenau, et on n'aurait pas su. D'accord. Donc vous ne saviez rien de leur sort. Donc pour moi, tout le monde avait été arrêté. Mon père, mon frère, ils étaient partis en fumée. Et donc quand j'ai été rapatriée, je pensais les retrouver. Ou pas les retrouver, ça je ne savais pas. Et quand on a été rapatriés, je me suis retrouvée à Lyon, dans un centre d'accueil, et c'est là que j'ai appris quelqu'un qui nous montrait des photos. Est-ce que vous l'avez connu? Est-ce que... Elle s'arrête devant moi, elle me regarde, elle me reconnaît comme une fille Charkaski. Ben oui, je me rappelle encore de mon nom. Et elle m'a appris que ma mère et mes sœurs n'avaient pas été déportées, et même, elles avaient récupéré l'appartement que nous avions à Paris. Parce que, en principe, quand un juif était arrêté, son appartement était vidé, et puis le propriétaire, eh ben, il le louait à qui il le voulait. Et on a eu mes sœurs et ma mère ont eu la chance que notre appartement a été occupé par des collaborateurs. Ils en avaient fait un bureau d'embauche pour envoyer les jeunes travailler comme STO. Donc, je ne sais pas si c'est mes sœurs qui ont dénoncé, je ne sais pas si c'est la concierge qui les a dénoncés. En tous les cas, ils ont été en prison. Et puis, ma mère a pu récupérer l'appartement avec mes sœurs. Donc, quand à Lyon, cette dame s'arrête devant moi, me reconnaît, je ne sais pas qui était cette dame. Moi, j'ai cru que c'était quelqu'un de la famille. Et puis que je la reverrai après. En fin de compte, je n'ai jamais revu. Personne ne m'a dit, c'est moi qui t'ai dit. Je ne sais pas qui c'était. Et quand je suis arrivée donc de Lyon à Paris, moi j'ai voulu aller chez moi. Mais non, il fallait passer par l'hôtel Lutetia, oui, où il y avait un centre très important, un centre d'accueil. Et là, tous les prisonniers de guerre et tous les déportés, eh ben, en principe, devaient passer par là pour dire qu'ils étaient, parce qu'il y aurait pu y avoir des collaborateurs qui se glissent parmi nous, des nazis qui se glissent parmi nous. Donc, on répondait à des questions. Dans tous les bureaux, c'était les mêmes questions, puis ils devaient comparer les réponses. Et c'est là que je croyais retrouver... j'avais prévenu à Lyon que j'étais vivante, donc je pensais que mes sœurs seraient là à l'hôtel Lutetia. Comme elles ne l'étaient pas, je suis rentrée par mes propres moyens, il y avait des autobus, et je me suis retrouvée à la maison, à Paris. Je me souviens que la concierge, je la croise dans la rue, dans la cour, c'était la même concierge qu'il y avait il y a 3 ans. Elle me prend pour mon petit frère, j'étais rasée, j'avais pas de cheveux, j'étais habillée en tenue d'hôpital, donc pantalon, et puis j'avais sur le dos une veste allemande. Je ne sais pas qui me l'a mis, peut-être à Lyon, j'en sais rien. Madame Kolinka, j'ajoute un détail pour bien... Non, mais pour bien qu'on... Mes souvenirs, non, mais on vous écoute évidemment avec passion, mais j'ajoute un détail pour qu'on situe bien votre calvaire. Vous pesez 26 kilos en revenant de captivité. Et j'avais encore été nourrie à Theresienstadt et à Lyon. Je peux dire que mon poids, le poids de mes os, je le connais. Hein, ça doit être dans les 24-25 kilos. Qu'est-ce qui vous a fait tenir, madame? Je ne sais pas. La chance. Moi, je peux dire que la chance. Il y en a qui me disent la volonté, le courage. Non, c'est pas vrai. J'étais pas capable d'avoir de la volonté, j'étais pas capable d'avoir du courage. C'était la chance d'être là au bon moment. Et ma chance, qui était une malchance au départ, mais la chance, c'est que en novembre, alors j'ai même appris là hier que c'était en octobre. En octobre 1944, il y a un premier départ de Birkenau. Et je suis là ce jour-là, donc je vais partir de Birkenau, mais en train. Moi, je n'ai pas fait la marche de la mort. Donc c'est en train que je suis partie pour arriver à Bergen-Belsen.
Et Bergen-Belsen, c'est plus un camp d'extermination, c'est un camp de concentration. Alors, on y meurt, mais de notre propre mort. Et Madame Kolinka, on en arrive à un point commun de beaucoup de déportés, c'est que pendant très très longtemps, comme beaucoup de compagnons d'infortune, vous ne parlez pas de ce qui est arrivé. Vous ne parlez pas de cette captivité, vous ne parlez pas de tout ce que vous avez subi. Pourquoi ce silence? Alors, il y en a qui disent parce qu'on ne nous aurait pas cru. Moi, ce n'est pas le cas. Moi, je n'ai pas voulu. Et je crois que c'est vrai. Je crois que beaucoup de personnes ne le croyaient pas. En fait. C'est assez difficile à croire. Vous savez, même maintenant, quand on parle, j'arrive moi-même à dire mais c'est pas possible, je n'ai pas pu faire tout ça. Et je suis bien par cette foi. Pourquoi? Parce que j'étais la seule de toute la famille, oncle, neveu, cousin, tous, la seule à être rentrée. Et puis je vais raconter tout ce que j'ai supporté et vécu. Mais les autres, s'ils ne sont pas là, comment, à part mon père et mon frère, je sais qu'ils ont été gazés, mais les autres, moi non plus, je ne sais pas comment ils font. J'ai vu des camarades mourir sous le coup des capots, j'ai vu des camarades mourir de maladie, de froid, et bien comment sont morts tous. Et moi, je vais raconter tout ce que j'ai subi, et comme ça, ma famille va se demander comment ils sont morts, comment. Alors, moi, j'ai préféré pas en parler. C'est encore une forme de culpabilité. Oh, je ne vais pas chercher tant que ça. Vous savez, je fais les choses sans dire le pourquoi des choses. Ça a été comme ça. Moi, je ne voulais pas. Et puis, alors, ce que je ne voulais surtout pas, c'était embêter les gens à raconter toujours mon histoire. Moi, ma mère m'a marqué beaucoup parce qu'à côté, on habitait dans le quartier de l'Hôtel de Ville. Et c'était le Marais, mais ce n'était pas le Marais à l'époque. Hein. Et ma mère, toutes les vitres de l'appartement ont été cassées quand il y a eu la bombe. C'était la grosse Bertha, ça j'en ai entendu parler. Et puis elle me cassait les pieds avec sa grosse Bertha. Et j'ai dit, moi je ne parlerai pas de mon histoire. J'embêterai pas les gens à dire, j'ai eu ci, j'ai fait ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que les épreuves étaient tellement terribles que même les victimes éprouvent un sentiment de culpabilité. C'est assez rare. Non. Alors là... En tous les cas, moi personnellement, ah non, pas du tout. Alors absolument pas. J'ai jamais eu honte de. Ah non, pas du tout. Je me sens pas du tout coupable d'être rentrée. Ah non. Très bien, parce qu'il y a eu des cas comme ça, des gens qui se sentaient coupables d'être survivants. Je sais qu'il ait dit ça, qu'il ait dit. Moi, j'ai jamais interrogé mes camarades de déportation pour savoir ce qu'elles ont fait, ce qu'elles n'ont pas fait, ce qu'elles ont dit ou pas dit. En tous les cas. Personnellement, moi, je n'ai jamais eu un sentiment de culpabilité. Ah ben non, il n'y a pas de raison. Pourquoi? Parfait, c'est dit. Mais un jour, vous rompez le silence. Pourquoi? Et dans quelles circonstances? Qu'est-ce qui s'est passé? Là encore, ça a été le hasard. Je fais partie d'une association qui s'appelle l'UDA, l'Union des déportés d'Auschwitz. Ils amenaient toujours... le président de cette association amenait toujours quelques déportés, c'était toujours les mêmes, pour accompagner les groupes d'élèves qu'il emmenait à Birkenau. Et elles étaient 4, et parmi ces 4, il y en a une qui est tombée malade, et il était embêté. Je commence à fréquenter cette association parce que sinon, moi je travaillais et les associations, c'est le samedi et le dimanche qui font leurs réunions. Moi je travaillais, c'était mes meilleurs jours, je n'allais pas quitter le travail pour aller. C'était à mon compte, si je ne travaillais pas, il n'y avait pas d'argent qui rentrait. Donc je ne fréquentais pas. Et puis je me suis retrouvée à la retraite. Tant que mon mari était vivant, je ne fréquentais pas les déportés. Lui a été prisonnier de guerre, mais je n'allais pas l'embêter à le traîner avec moi. Donc, on a été ensemble tout le temps. Et puis, quand j'ai été veuve, là, je me suis mise à fréquenter mon association. Et puis, un jour, le président me demandait de remplacer quelqu'un. Je n'ai pas voulu, au départ, parce que je n'avais pas besoin d'aller là-bas pour me souvenir. J'avais qu'à fermer les yeux, j'y étais. Et il était embêté, ça m'aurait rendu service. Alors là, mon bon cœur m'a perdu, et puis j'ai accepté.
Et puis, j'ai jamais regretté parce que depuis, c'est régulièrement. Mais avant d'y arriver, comme j'ai pas un caractère à me tracasser à l'avance, qu'est-ce que ça va faire, qu'est-ce que je vais me dire, mais quand je suis arrivée à Birkenau, c'est pas Birkenau, ça. Mais tout est propre. Moi, quand j'accompagne un groupe avec moi, je leur dis, mais non, fermez les yeux, c'est pas ça, c'est pas ça, Birkenau. Birkenau, c'est la saleté, c'est l'odeur, ça grouille de monde partout. Non, c'est un décor, Birkenau. Donc vous n'avez pas réussi totalement à transmettre l'enfer que c'était, parce que c'est peut-être impossible, voilà, c'est peut-être impossible à transmettre. Il n'y a pas de mot. La langue française, elle est riche. Hein. Moi, je dis, par exemple, on nous battait. Qu'est-ce que vous voyez, vous? Ben moi, je dis, quand on nous battait, je vois la personne par terre, au pied de celui qui l'a battue, et elle continue à la battre, et elle saigne de tous les côtés, mais ça fait rien. On continue à la battre, et puis après, on va la remettre debout pour qu'elle prenne le travail. Moi, c'est ça quand on dit, on nous battait. Alors que vous, si je dis, on vous battait, vous voyez votre maman qui vous donne une gifle, ou votre papa qui vous donne une gifle, et puis c'est tout ce que vous voyez. Non. Il n'y a pas de mots.